anticiper ce qui est en train de se produire parce que on souffle sur les braises depuis tellement d'années. Tout à fait. Le gouvernement a manqué d'anticipation sur ce dossier, le dossier de la Nouvelle-Calédonie, mais comme les gouvernements précédents, on a mal anticipé la suite de ce protocole de Nouméa, et ça, c'est quelque chose qui est structurel. Par contre, moi, ce que j'observe, c'est que sur les réponses, on va dire, à court terme, c'est-à-dire reprendre le contrôle de la Nouvelle-Calédonie, il va plutôt dans le bon sens. Mais cela va dans le bon sens parce qu'ils ont aussi appris des erreurs qui ont été commises sur un certain nombre de dossiers en termes de maintien de l'ordre précédemment. Moi, je vois deux exemples qui sont marquants. Le premier, c'est le parallèle qu'on peut établir avec la situation et les manifestations contre le pass sanitaire dans les territoires ultramarins, dans les Antilles, avec la Guadeloupe et Martinique, où ça s'était mal passé au début. Et ils avaient au début choisi une stratégie d'apaisement, alors que les gens ne redoutent pas le changement, ils l'attendent avec impatience, ils veulent une présence policière, ils veulent justement qu'on reprenne le contrôle face aux émeutiers, et le gouvernement avait envoyé le raid plus tard, en milieu de crise et pas au début de la crise. Donc là, ils envoient le GIGN cette fois-ci en début de crise, c'est plutôt quelque chose à saluer. Et le deuxième élément, et vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre interview, c'est les émeutes de 2023. Le gouvernement aujourd'hui a comme exemple que lorsque il y a des émeutes type 2023 dans toute la France, on est capable, si l'État se donne les moyens et si on massifie la présence policière, on mobilise vraiment massivement les policiers, on est capable de contraindre les émeutes, et c'est pour ça que les émeutes de 2023 avaient été réduites d'un mois, avaient été résolues en un mois, alors que lorsque on était en 2005, les émeutes de 2005 avaient mis plusieurs mois à être résolues. Donc ça montre quand même qu'il y a deux leviers sur lesquels il faut agir. Le premier levier, c'est massifier la réponse policière. Pour l'instant, c'est plutôt le cas. Et le deuxième point, c'est mettre en place une présence d'unités spécialisées, d'unités spécifiques, comme le RAID, l'exemple de la Guadeloupe, ou le GIGN actuellement. Voilà, cela veut dire, du coup, Michaël Sadoun, que l'État est là, l'État répond. En quelque sorte, on évoquera tout à l'heure les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient. Parce que la Chine, justement, a des intérêts économiques dans cette région-là et a des intérêts en Nouvelle-Calédonie avec la question du nickel notamment, parce que la Chine met en œuvre une stratégie qui est la stratégie du collier de perles, c'est-à-dire qu'ils cherchent des débouchés commerciaux et des débouchés aussi en termes de ressources minières, en termes de ressources minières et agricoles, qu'ils n'ont pas sur leur sol chinois, et donc c'est pour ça qu'ils vont chercher dans les îles comme la Nouvelle-Calédonie ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils s'implantent là-bas, ils s'implantent aussi en Afrique de l'Est ou en Afrique subsaharienne pour avoir de nouveaux débouchés, et puis ils ont la stratégie des nouvelles routes de la soie pour pouvoir justement avoir des débouchés supplémentaires au Moyen-Orient jusqu'à l'Europe. Et lorsque la Chine fait cela, elle déstabilise sciemment des territoires comme la Nouvelle-Calédonie, justement en récupérant le motif de la décolonisation pour pouvoir justement que la Nouvelle-Calédonie ne soit plus française, mais devienne en quelque sorte un pavillon chinois. Donc, et moi, on peut vous le dire très, très sûrement, si la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance, elle ne sera plus française, elle sera chinoise. Tout comme l'Afrique aujourd'hui, dès lors que la France se retire de ses positions en Afrique, l'Afrique deviendra chinoise. Et là-dessus, la France a une stratégie. Elle le deviendra automatiquement. Il y aura une forme d'indépendance, mais elle sera préemptée par la Chine. Elle sera préemptée économiquement par la Chine. C'est exactement ça. Elle sera pas, évidemment, ce ne sera pas un territoire, une province chinoise, évidemment, mais ce sera un territoire économique, une colonie quasiment économique chinoise, comme l'Afrique l'est pour la Chine aujourd'hui. Et ce qu'il faut, et je terminerai dessus, la France, elle a quand même un objectif qui est majeur. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que le commerce mondial, les échanges commerciaux internationaux ne se font plus dans l'Atlantique Nord comme auparavant. Ils se font aujourd'hui dans cette zone Indo-Pacifique qui représente 60% de la création de richesse mondiale. Et donc, si on perd la Nouvelle-Calédonie, on va perdre une partie de notre influence, vraiment l'un de nos meilleurs atouts dans cette zone-là, alors que tous les pays occidentaux, les États-Unis ou le Royaume-Uni, mettent en place des stratégies justement vers l'Indo-Pacifique parce qu'ils ont compris que le changement du monde, il est là-bas, il n'est plus dans l'Atlantique Nord, et nous, si on va à rebours de cela, encore une fois. Les négociations politiques, diplomatiques et... Pays parce que, d'une part, les politiques se sont habitués, depuis notamment les attentats de 2015, à faire intervenir la police sur tous les sujets, à faire intervenir les policiers dès qu'il y a un problème, et donc de mettre une pression sur les effectifs qui est dingue depuis 2015. Et d'autre part, parce que justement, les forces de sécurité font face à de multiples fronts. Il y a la question de l'ultra-violence de la société.
vous le décrivez souvent sur vos plateaux. Il y a des faits de société aujourd'hui qui sont marqués par l'ultra-violence, comme l'a rappelé le délégué syndical, les attaques au couteau, par exemple, barbarisation de la société. On a le nombre de refus d'obtempérer qui sont effectivement qui sont liés à la culture de perte d'autorité qu'on a dans notre pays. On a aussi la question de l'augmentation des homicides, c'est-à-dire qu'on va toujours plus loin dans la violence, toujours plus loin. Et puis on a aussi, il faut le dire, des émeutiers, donc des gens qui se permettent de caillasser la police, de les insulter dès que possible, dès qu'ils ont n'importe quel prétexte est légitime et justifie des actions contre la police. Et donc ça, c'est un vrai problème et un vrai enjeu de société. Et puis au-delà sur les réponses, quand vous en parliez tout à l'heure, il y a effectivement des réponses qui sont matérielles, c'est indiscutable. Le fait que les voitures de police ne sont pas assez renouvelées, qu'ils ont des équipements qui ne sont pas bons, le fait que justement ils ne soient pas assez bien payés, etc. Mais le véritable sujet, il est immatériel. C'est justement comment l'État et comment les responsables politiques peuvent soutenir les policiers, soutenir leur métier, soutenir les forces de sécurité, et que toute la société doit être derrière la police, comme elle l'est, parce que dans l'opinion publique, les forces de sécurité ont une bonne cote de popularité. Plus de 85% des Français sont favorables à la police. Le problème, c'est qu'on a une justice pénale qui justement fait en sorte que les policiers voient leur métier ne plus servir à grand-chose, parce que dès lors qu'ils ferment par exemple un point de deal à 9h, ils rouvrent à 12h, voilà. Et le délinquant est toujours sur la voie publique. Ensuite, après, on a des élites politiques, des responsables politiques, notamment de la gauche radicale, qui nous expliquent que la police tue et qui, alors qu'eux-mêmes sont protégés par la police, font de la violence, des violences policières un argument de campagne électorale. Donc tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les policiers sont dans une situation, et les policiers et les forces de sécurité plus globalement sont dans une situation qui est compliquée, mais c'est surtout la question de la culture dans notre société. Il faut vraiment soutenir la police et justement faire en sorte que toutes les personnes qui nient, on va dire, le droit à la police d'intervenir dans les bonnes conditions soient justement au banc de la société. Oui, mais cette prise... Un habitant de cette planète, c'est possible. Vous soulevez le bon point, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les sociétés occidentales, et notamment les sociétés de l'OCDE plus globalement, en incluant le monde est-asiatique, on observe un élément qui est central, c'est l'augmentation d'une part de la violence dans la société, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'actes violents, et d'autre part, une augmentation de la radicalité. C'est un rapport de la CIA qui voit le monde en 2040 qui dit, voilà, dans toutes les sociétés occidentales, on voit augmentation du nombre de violences et augmentation de la radicalité. Ensuite, après, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a une police qui permet justement d'y répondre ? Oui, il y a des pays, justement, je ne sais pas si c'est une police, mais en tout cas, il y a des modèles de sécurité qui existent, qui marchent. Singapour fonctionne très bien en matière de sécurité. Le deuxième élément sur lequel nous on a travaillé, c'est la question du Japon aussi. Et puis le troisième point, les États-Unis, on peut critiquer, mais parce qu'aux États-Unis, c'est un peu différent parce que ce sont surtout aussi les États qui ont la force policière, les États au sens État des États-Unis. Et quand on voit, par exemple, notamment lorsque le maire de New York a justement saisi les moyens de l'État et ses propres moyens de police municipale, il a réussi, dans les années 90, à enrayer l'insécurité galopante à New York. Et là-dessus, il est possible, si les politiques s'en donnent réellement les moyens, de pouvoir combattre ces fléaux que sont l'ultra-violence et la barbarisation. C'est pas un modèle, les États-Unis. C'est la société la plus répressive et en même temps une des plus criminelles au monde. Et celle où il y a beaucoup de bavures, avec en plus la légalisation des armes à feu dans certains États. Je suis absolument pas pour le modèle américain. En revanche, c'est le modèle Giuliani. C'est différent. C'est différent. En plus, c'est un démocrate. Mais surtout, c'est que sur la question, sur comment ils ont fait. Eux, ils ont fait la théorie de zéro vitre brisée. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, si par exemple vous voyez des voitures qui sont caillassées dans la rue, si vous voyez des commerces qui sont caillassés, qui restent caillassés pendant des mois et des mois, ce qui existe aujourd'hui en France, si vous allez dans certains quartiers, vous verrez des commerces qui sont caillassés depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si vous laissez ça en place, et si vous appliquez pas la tolérance, si vous appliquez pas la tolérance zéro, justement, vous allez avoir zéro, elle se fait au niveau de la justice. Vous allez avoir justement un problème qui est que les délinquants vont répéter les crimes dans le temps. Et là, ce que montre l'exemple de Giuliani, c'est cela. Ensuite, après, vous me dites, oui, les États-Unis ne sont pas le modèle de sécurité le plus optimal. Mais quand on regarde le rapport du Global Criminal Index, qui regarde en fait justement tous les modèles de sécurité au niveau international, la France est dans le même cas aujourd'hui que les États-Unis, c'est-à-dire qu'on a des moyens. Si, je vais expliquer. On n'a pas du tout le même pourcentage d'incarcérés, on n'a pas du tout le même taux de criminalité. Et il n'y a pas le même nombre sur la population aussi, ils sont beaucoup plus nombreux aux États-unis. Vraiment, pour conclure, parce que le taux de criminalité qui est évalué pour 100 000 habitants est bien supérieur aux États-Unis. D'accord, vraiment pour conclure. Pour conclure, c'est qu'en fait, quand on regarde ce rapport-là, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est qu'il y a 9 pays, dont les États-Unis, la France, l'Italie également, qui en fait, face à la criminalité
quotidienne et la criminalité organisée mettent des moyens en place. La France met des moyens en place, mais seulement ils sont mal exploités et mal utilisés. Et c'est ce qui fait justement qu'on a des taux de criminalité qui sont élevés. Merci à tous.